Le fait qu'on soit passé en bio en 2010, c'était une chance centrée par le volet économique, pas forcément sur le volet conviction initialement. Maintenant, on est en phase parce qu'on réussit à connecter la bio avec un projet humain. Ça veut dire on fait pas que du lait pour dire on fait du lait bio. On fait le fromage dans le village. Il y a la vendeuse qui a le magasin qui vend le fromage. Il y a un fils qui est fromager. Il y a des gens. Il y a un petit magasin. C'est le seul magasin du village, c'est la coopérative qui a un magasin de fromage. Et il est connu départementalement. Il y a des gens qui viennent de Vesoul. C'est pas très écologique. 30 km pour acheter le fromage de Lavigné parce qu'on est authentique. On a 6000 litres par vache de moyenne, mais ce qui est une bonne moyenne, hein, je veux dire, c'est correct. Et puis c'est l'argent, la valeur ajoutée par litre de lait qui est très très bonne chez nous, quoi. Parce que la bête, nous, elle est nourrie qu'avec les produits de la ferme. On n'achète rien. Donc au final, on est dans la boucle. On a nos céréales, les grosses cellules, là, c'est des céréales qu'on récolte. Il y a du maïs, il y a des mélanges de févrole, de petits pois, de céréales. Et à partir de là, on mélange tout ça. C'est ce qu'elles ont là d'ailleurs. Elles vont chercher avec leur collier. Ça distribue automatiquement. Chaque vache a une programmation. Mais c'est du matériel électronique, mais au final au service d'une boucle écologique. C'est une bête qui n'est pas toujours docile, quoi. Enfin, voilà, il faut la dominer, quoi. Oui, que tu parlais de domination. Oui. Moi j'ai un cousin enseignant-chercheur qui me disait « Ah oui, tu as fait un bureau au-dessus, c'est pour dominer les animaux. » Je lui ai dit « Il faut mieux dominer les animaux qu'ils te dominent. » Parce qu'il y a des paysans qui se dominent par les animaux, et ça, c'est pas terrible. L'associé est parti, il est rentré chez lui, il s'occupe de ses gamins. L'un comme l'autre, on n'est pas des éleveurs. Franchement, on n'est pas des éleveurs. Les éleveurs, c'est des gens qui vont soigner, bichonner la vache, etc. Nous, ça nous dit, on vit avec eux, on s'est mis d'accord, et puis ça fonctionne, quoi. Mais on part le week-end, moi, franchement, c'est pas un souci, quoi. Alors on s'est fait un mode de relationnel avec les animaux pour que ça aille. Alors qui dit, oh, vous n'êtes pas affectif avec les vaches, quoi. Si, ça va, il n'y a pas de souci. Vous voyez, elles sont pas malheureuses. Elles vous respectent. Oui, elles nous respectent. Oui, elles savent un peu les règles. Ouais. Et puis nous, l'armoire phytosanitaire qu'on a achetée, une fois qu'on est en bio, vous voyez dedans, maintenant il y a de la musique pour les vaches là-haut, de la chénifie. Il y a le pupitre pour le DAC là. Et puis voilà, donc il y a la tondeuse, il y a le téléphone, donc on a mis, on a recyclé l'armoire phyto pour une vocation un peu plus positive, quoi. Voilà, elles écoutent de la musique à l'arrière. Ouais, mon associé, il y a des enceintes, on n'a pas mis la musique aujourd'hui, mais ça arrive qu'il y ait de la musique. Ouais. Mes parents, ils habitent à 30 mètres d'ici à peu près. Donc moi, je suis, depuis que je suis petit, je suis de Lavigné, donc je suis quelqu'un d'enraciné. Donc je n'ai pas forcément cultivé beaucoup la mobilité, hein, alors que c'est une grande valeur qui doit se développer aujourd'hui. J'aurais du mal. Hein. Donc mes parents étaient paysans, et ils étaient paysans dans les années 60. Ils en bavaient, c'était le début de la modernisation agricole. Et donc ils sont passés du cheval au tracteur. Et puis ils ont subi ou ils ont accompagné cette réalité agricole qui était dure, rude, parce que de fait il fallait encore travailler manuellement et puis intégrer les machines. Et puis avec la culture de l'emprunt, du financement, ils sortaient d'une forme d'agriculture autarcique à une...
Ils faisaient de l'élevage, avec des parents qui étaient très modestes financièrement. Mes parents, ben, ils se sont mariés, voilà, et puis ils ont vécu avec mes grands-parents, côte à côte en famille, et c'était pas simple parce que voilà, il fallait gérer le budget. Et donc moi j'ai toujours mes parents heureux, mais quand même pas beaucoup en capacité de s'émanciper du lieu de la vignée, quoi. C'était beaucoup présent ici. Et moi, jusqu'à l'âge de 8 ans, j'ai dû aller dans le Jura pour la première fois. Je n'avais pas quitté la Haute-Saône à l'âge de 8 ans. Alors ça, c'est une réalité. Donc, oui, je suis ici. Après, mais je vais en parler, ça c'est côté... Et c'est un côté plus sociologique au niveau agricole, et puis ça, on le voit à travers toute la France. Mes parents, ils ont adhéré à l'époque, ça s'appelle la jeunesse agricole catholique, ça s'appelle, c'est la JAC. Et il y a beaucoup de responsables syndicaux, même encore récents, qui ont été formés par la JAC. Donc c'était vraiment une école de formation d'émancipation du monde rural d'après-guerre. Donc moi j'étais imprégné de ça aussi, ça veut dire qu'on a une sensibilité humaniste qui est née de la culture, de l'héritage personnel. Je suis allé dans une école agricole, j'ai fait un bac D prime, et puis à l'époque ça s'appelait comme ça, bac D, bon, option agricole, il y avait la prime comme ça, c'était bac D prime. C'est pour ça que je suis toujours déprimé d'ailleurs. Non, je plaisante, bon, c'est comme ça, c'est une histoire. Et au final, mes parents, je voyais qu'ils en bavaient dans le boulot et je suis revenu sur la ferme, quoi, très vite, à 18 ans. Et en plus, il y a des paysans qui arrêtaient, donc il fallait que je revienne vite pour reprendre des terres, pour agrandir l'exploitation. Puis en même temps, j'ai été inspiré par le MRJC, comme j'ai dit, hein, l'éducation populaire. Moi, comme j'avais plus sorti, alors là, j'en ai profité à toc, hein, je suis allé... J'ai baroudé dans toutes les coins de France, je connais beaucoup, parce que j'ai bénéficié de cette structure associative qu'est le mouvement rural jeunesse chrétienne. C'était rue des Renaudes, hein, à côté de l'Arc de Triomphe, hein, le siège. Paris, ça ne me pose pas de problème, j'y suis allé beaucoup. Et après, voilà. Et donc j'ai appris ce que c'était que l'éducation populaire. Et puis après, j'ai posé un acte qui n'est pas anodin, j'étais objecteur de conscience. En 81, c'était en 83-84, après l'arrivée de Mitterrand, les premiers étaient insoumis, j'ai connu des collègues qui étaient en prison, et moi j'ai pas été en prison, c'était légal. Mais pour mes parents, mon père qui avait fait le Maroc et compagnie, l'Algérie, poser un acte d'objecteur, il a fallu que ça passe. Hein. D'abord, au niveau familial, même si les générations, elles sont ce qu'elles sont, mon père, mes parents, c'est ce que je dis, je pense qu'il y avait une forme de pudeur ou de choses. Les parents n'étaient pas d'une culture d'expression comme nous, ou peut-être on y est aujourd'hui, ou on l'est avec nos enfants, ça c'est sûr. Et mon père, je pense qu'il... je ne suis pas sûr qu'il aurait aimé, vraiment il voulait être paysan, peut-être que moi non plus, j'en sais rien au final, j'en sais rien. C'est une bonne question. En tout cas, il l'a été, mais j'ai vu qu'il avait une forme de frustration. Et moi, quand j'ai monté l'association du village, autrefois, il y avait un maire... c'était un radical de gauche, pour rappeler ça le mec, mais pas formé du tout. C'était le bourrin maison, il faisait rien, et puis ça causait au milieu du village, et puis c'était des paysans qui végétaient. Et puis j'ai dit un jour, il faut quand même renverser la table et puis trouver une solution. Et puis au final, en ayant monté l'association, on a créé des liens entre les gens, ils se sont mieux connus. Et mon père, il est devenu maire durant 19 ans. Et je lui ai permis ça. Disons comme ça, c'est un parcours militant, mais c'est un parcours personnel, je dirais. Il n'est pas que militant, parce que militant, on peut s'épuiser. C'est vrai qu'à un moment, quand j'étais autour de 20 ans, je pense que j'avais compté une fois, je devais être dans 10 associations en même temps. Dans des structures différentes avec le MRJC. Voilà, comme j'étais objecteur de conscience, j'avais des engagements associatifs, et j'étais dans 10 associations aussi bien chez moi ici. Et quand je suis revenu en 83 ici, ouais, je suis revenu en 83 après mon service civil, ou 85, j'ai monté une association d'animation du village. Et elle existe encore. Elle tourne, et moi, je n'ai jamais pris la présidence. Le pouvoir ne m'intéresse pas. Moi, ce qui m'intéresse, c'est que les gens se mettent en route. Et ça, c'est la plus belle des choses, c'est les gens qui se mettent en route. Si vous avez permis ça, vous êtes content, quoi. Je veux dire, moi, ce qui m'intéresse, ce que je fais aujourd'hui, je suis content. Mais si derrière, il y a des jeunes ou ça intéresse du monde, ça génère quelque chose. Moi, je ne suis pas pour une adhésion militante forcée, je suis pour que ça crée une empathie, une envie. Si ça ne crée pas de l'envie, il faut se barrer, quoi.
Moi, ce qui m'intéressait, c'est comment on peut travailler ensemble collectivement en termes de méthodes actives, d'animation et tout ça. Moi, j'ai pu découvrir la problématique ville-campagne, par exemple, est née de ce travail que j'ai investi en associatif sur le monde rural. Ça veut dire, d'emblée, on savait qu'il y a quelque chose à faire entre le monde urbain et le monde rural. Des passerelles à créer parce que chacun est dans un monde. Et on vient d'une histoire où il y avait 80% des gens qui habitaient en rural dans les années 20-30. Aujourd'hui, c'est le contraire, c'est 80 en ville et 20 à la campagne, en gros. Avec des zones comme ici, qui ne sont pas périurbaines, et nous, là, à savoir, est-ce qu'on a encore de l'avenir ici, quoi. Alors, quand on parle de parcours militant, moi, effectivement, c'est un parcours militant, mais c'est un parcours de quête de bien-être. Aujourd'hui, j'arrive à le faire. Voilà, je peux dire. Alors, j'ai rencontré Antoine, c'est pas anodin. Hein, franchement, il faut quand même avoir un sacré. Mais on parlera de la fromagerie cet après-midi, là, vous verrez un peu. Parce qu'effectivement, alors, oui, j'ai démarré la ferme. Il y a un truc que j'ai toujours fait et que j'ai démarré dès que je suis arrivé, c'est faire la comptabilité de la ferme. J'ai commencé sans ordi, avec des décalques, on tournait les pages, et puis la compta partie double, on commençait comme ça. Et puis aujourd'hui, je suis à mon 3e logiciel et je fais toujours la compta. Et quand on maîtrise des chiffres, on gagne en liberté pour faire des choses. Donc nous, on ne gagne pas des 1000 et des 100, 2000 € par mois à peu près, mais on a notre lait, on a notre jardin, on a plein de choses. Je pense que moi je vais en vélo au boulot, voilà, on a une réalité un peu rigolote, mais on a un manque de vie sociale qu'on est en train de retravailler, on ne sait pas si on va y arriver. Les structures coopératives aujourd'hui qui sont comme Sodial ou d'autres groupes, qui sont quasiment des multinationales ou des choses qui sont où les paysans n'ont pas forcément la capacité à avoir une prise dessus et c'est pas les seuls quoi. Les paysans, on leur a développé une culture individualiste. Ça veut dire qu'ils sont toujours en situation de concurrence. Si une terre qui se libère, il y a qu'à avoir une autre enchère, le voisin il va aller racheter le matériel de l'autre, et puis, mais c'est infect quoi. Je veux dire, je vais vous dire quand on se dit bonjour, nous aujourd'hui avec les paysans, comme nous c'est comme ça qu'ils font. Les mecs, sur le tracteur, portable comme ça, puis ils te font un petit signe comme ça, quand ça va bien. Ouais. Mais la culture individualiste, elle est venue de quoi en fait? Elle est venue du système financier. Pour moi, le système financier est quand même sacrément tordu, quoi. Le financier a pris le pouvoir sur la réflexion intellectuelle. Moi qui fais la comptabilité, mais je suis un margi, quoi. Je suis un marginal. Il y a des centres de gestion, les gars, ils sont des opérateurs. On leur dit, ils ont le portable qui sonne, vous allez faire le traitement dans les champs à telle heure, etc. Ils sont tous, c'est des automates. Enfin, je pousse un peu. Mais la part d'autonomie que les paysans ont aujourd'hui par rapport à leur devenir et leur développement, il y en a qui leur disent, toi, tu as une belle ferme, on va te mettre un méthaniseur. En gros, le crédit agricole, quand je cause avec les gars, ils disent en gros, les encours d'emprunt sont d'1,5 million d'euros par ferme, à peu près. Nous, on a 10% de ça. Voilà. Donc c'est le système financier, et notamment le Crédit Agricole, qui a poussé de l'investissement. Oui, en tout cas, un système, quoi. Et la PAC, la politique, les lobbies et compagnie, quoi. C'est le lobbying européen, les paysans qui sont céréaliers, ils ne trahissent pas les vaches. Donc ils ont du temps pour s'investir dans les syndicats agricoles et faire du lobbying dans leurs intérêts. Le fameux président de la Chambre d'agriculture de Haute-Saône, qui a été au final, qui était député, qui est maintenant sénateur, il s'est fait avoir par Élise Lucet à Paris parce qu'il mangeait avec une multinationale de produits phytosanitaires à Paris, quoi. Et je ne regrette pas de l'avoir dit ce que je voulais lui dire à l'époque. Aujourd'hui, ils savent que si Étienne Paulin on le touche, ça peut faire mal, quoi. Et moi, j'ai une protection. Aussi bien les gens de gauche que de droite dans le département, ils ont un peu peur de moi parce que j'ai des réactions je ne poserai pas de limite sur ma capacité d'indignation. Ce que je veux dire en rural, ce qui nous plaît, nous, c'est quand même, on a le contact avec la terre. Donc, je voulais vous montrer un truc intéressant. Si je l'ai amené là, c'est pas. Est-ce que je l'ai là? Ouais, c'est un truc. Il va y avoir les élections de chambre d'agriculture, là, qui vont atterrir bientôt. C'est élections de chambre d'agriculture. Alors, aujourd'hui, c'est assez radical. C'est FNSEA, Confédération Paysanne, un peu partout. Et vous voyez le discours de
La FNSEA, c'est en gros, j'ai pu. Le monde bouge, nous bougeons. En gros, ils ont les pieds sur terre. Le slogan, c'est ça. Nous avançons ensemble, les pieds sur terre. Alors moi, je pense que c'est ce que je disais à mon associé, je rigolais un peu là-dessus. Je disais, c'est des paysans hors sol qui épuisent les sols, quoi. Donc pour les pieds sur terre, non. Ils sont hors sol. Ça veut dire qu'ils n'ont plus le contact avec la terre, les productivistes qui sont encore en action, hein, qui sont encore soutenus. Et dire qu'ils ont les pieds sur terre. Et vous voyez par exemple, voilà, vous voyez les photos des candidats. Quelle différence il y a entre ça et ça? Là, ils ont une photo commune. Là, ils sont tous séparés avec des petites photos. Donc là, il y a une culture de projet collectif et là, il y a une culture hyper individualiste. Là, ça vient d'arriver il y a 15 jours, ça. Mais le monde paysan, oui, il y a les encroutés qui restent dans la modèle historique, qui accaparent les terres, qui a toujours le système capitaliste qui a fait qu'eux, quand même, ils ont le gros gâteau tout le temps de la terre. Et puis il y a les innovants et il y en a de plus en plus. Et vous auriez 2 jours à passer qui feraient un peu meilleur, un plus beau. Bon, on fera un tour de 3-4 villages, vous verriez des jeunes, et dans le village à côté, un paysan boulanger bio, il y a son frangin, il s'est installé. Il a fait venir un copain de Haute-Marne qui avait bossé avec lui, et son frangin qui a fait un diplôme d'ingénieur agro, et il s'installe pour faire une malterie. Et il y a plein de gens qui tentent des initiatives, mais des gens formés, hein, qui ont un peu de la solidité. Et on sent aujourd'hui qu'avec les compétences, les gens font des choses, ils cherchent l'authentique, quoi. Ils cherchent... ouais, on a le meilleur et le pire. Et c'est ce que disait un philosophe qu'on avait croisé à Dijon. On est dans une société aujourd'hui où on peut côtoyer le meilleur comme le pire dans tout, quoi. Et nous, on côtoie ça, quoi. Il y a quand même une empreinte culturelle sur l'idée de on peut rien faire, on peut pas bouger. Alors moi, c'est peut-être celle qui est le plus dur à faire, c'est de montrer qu'on peut faire des choses. C'est de montrer qu'on peut être positif. Ah oui, ça c'est vraiment peut-être le truc le plus fort en termes de résistance, c'est de montrer qu'on est capable d'agir. Et souvent, mon énergie, j'appuie plutôt à l'extérieur qu'à l'intérieur d'ici, quoi. Et même mon associé pouvait avoir ce côté un peu... il n'y a pas longtemps, mais on s'est accroché là-dessus. Je dis, il y a un moment, voilà, il faut assumer, quoi. Je veux dire, pour moi, quand il y a un problème, il faut le gérer, il ne faut pas le fuir. Ça... Et pourquoi toi, tu crois qu'on peut changer les choses alors? Qu'est-ce qui fait que... Non, parce que de ce que j'ai vécu, moi j'ai trouvé du bonheur en changeant les choses. Je veux dire, j'ai pratiqué ça. Je veux dire, moi j'ai fait des belles rencontres, mais franchement, ouais, et Antoine il le sait, j'ai un copain à l'époque, il est décédé, il est parti en un an d'un cancer du foie, quoi. Et c'est un gars qui était un vrai militant, un gars de gauche, qui s'installait comme paysan à l'arrache, que j'ai même aidé à trouver sa ferme dans le village d'à côté. Il a été élevé en région parisienne, dans des banlieues. Son père s'est séparé, enfin, de sa mère. Il avait des racines ici, il a pris la ferme, et puis il est entré dans la bio, c'était un vrai militant, un battant, quoi. Et puis... la coopérative avait des soucis d'avenir. Quand on a parlé des soucis collectifs, ça veut dire que l'économie a fait qu'on n'arrivait pas à nous trouver notre voie commerciale avec le produit qu'on faisait à l'époque au niveau du fromage. Ça veut dire qu'à un moment, on ne pouvait plus rester indépendant. Et lui, déjà, il était passé en bio. Il a dit, allez, tous ceux qui ne sont pas en bio, vous dégagez, on prend le pouvoir et puis on fait que la bio. C'était pas mûr dans les têtes. C'était pas... Et il est allé trop vite. Et il a claqué la porte. On s'est fâché pendant 6 ans. Parce que moi j'étais comme président, et il m'a dit ouais, tu fais le chef. Non, la démocratie c'est ça, on avait 3 scénarios, et on a eu l'idée de louer le site pendant 6 ans à une structure qui a quand même permis de développer le bio, de faire avancer le projet à notre rythme, autrement, et voter démocratiquement, comme hier soir on a voté démocratiquement pour une évolution. Et pour moi, on peut pas, la démocratie participative elle est essentielle. On ne peut pas faire l'économie de ça quand on avance. Alors des fois ça prend du temps, et c'est une frustration, ça peut être une résistance. Et quand il est à la veille de décéder, j'étais le voir parce qu'on a repris des liens. Et puis la veille de sa mort, 15 jours avant de décéder, je vais le voir et puis on cause. Et puis il y avait sa femme qui était là et puis il me dit un truc de fou. Un truc, comment, il me dit de la confrontation.
Et puis il dit, la confrontation de quoi? Des idées, de quoi? Et puis il dit, au bout d'un moment, il dit, de la confrontation, des contradictions, jaillit la lumière. C'est une force. D'abord, confronter, ça veut dire on débat. Puis deuxièmement, on a tous des contradictions, ou quelque part, on a des avis différents, mais si on arrive à les confronter et dans des règles, je dirais, de respect, minimum, on arrive à créer quelque chose de magnifique. Et ça, franchement, je dis que j'en suis sûr. Il y a aussi à trouver une forme de régulation. Ça veut dire que la militance, oui, le plaisir aussi, quoi. Je veux dire, s'il n'y a pas ça, ça ne marche pas, quoi. Je veux dire. Et puis on n'emmène pas les gens dans des démarches collectives s'il n'y a pas un minimum de plaisir, d'empathie. C'est une fruitière qui s'est montée en 1961. On les métal grand cru, c'est une filière qui permettait de valoriser assez bien, que ce soit les producteurs, enfin toute une filière. Et après, les industriels ont commencé à prendre la main sur la fabrication des métal grand cru, et puis une petite fruitière où il y avait un petit litrage de fabrication. On n'était plus assez compétitif en fait par rapport aux industriels qui eux avaient un coût de production qui était moindre par rapport à nous. Du coup, ça a remis en question l'activité du site, et du coup le site a été en stand-by après pendant quelques années, en 2009, et c'est du coup à ce moment-là qu'on s'est posé la question de créer une filière bio qui soit complètement différente des autres, qu'on soit les seuls à fabriquer un produit. On a développé le gruyère bio qui permet aujourd'hui de construire et puis de valoriser la totalité d'une filière. Et du coup, voilà, la filière gruyère, elle s'est montée autour. On a demandé l'IGP en 2009 qui a été refusé parce que c'était trop proche du comté. Et du coup, on a obtenu en 2011 l'IGP, indication géographique protégée, pour pouvoir avoir une notoriété sur un produit. Voilà. Et c'est comme ça qu'on a obtenu le gruyère. Et le cahier des charges du gruyère a été monté par le CIGC, syndicat interprofessionnel du gruyère de comté. C'est le syndicat qui dirige le comté, quoi. Et les exigences, j'imagine, sont plus grandes. Bah voilà, du coup, ils nous ont pas aidés en disant les cocos ils sont partis il y a 10 ans de la filière comté, on va pas les aider en faisant un produit qui est semblable au nôtre. Voilà, on va pas les aider à construire une filière. Du coup, on a des exigences, j'en parlerai quand je parlerai des étapes de fabrication, on a quelques paramètres par rapport aux produits finis qui changent du comté et puis qui sont assez difficiles à réaliser. C'est pour ça qu'il faut s'accrocher aujourd'hui pour faire du gruyère bio encore plus, parce qu'il faut trouver les producteurs qui l'aide pour faire. Voilà, c'est toute une symbiose. Après le bac, je voulais faire quelque chose, une école supérieure, et puis il y a le projet qui s'est monté, et je me suis dit, voilà, moi j'aimais bien les fabrications alimentaires, tout ce qui tourne autour du culinaire. Je me suis dit pourquoi pas me lancer là-dedans, et je me suis bien retrouvé. Je suis parti à l'île de Mamirol, 2 ans en apprentissage ici avec Frédéric. Frédéric venait aussi d'arriver il y a 1 an. Et du coup, c'est lui qui a été beaucoup mon mentor par rapport à ma construction dans la formation. Et là, donc du coup, c'est 2014 ta formation, c'est ça? Ouais. Entre 2014 et 2019, est-ce que entre ce qu'on t'a appris et ce qu'on t'a transmis, tu as l'impression de continuer d'évoluer et d'apprendre des choses ou de changer tes pratiques au quotidien? Oui, c'est ça qui est un peu, c'est compliqué à juger, parce que finalement on est quand même dans une réalisation un peu de routine, parce qu'on fait quand même tout le temps la même chose. Mais le gros avantage, c'est qu'on travaille avec un produit qui est vivant et qui évolue finalement au cours des saisons, et puis du coup on adapte forcément notre fabrication en fonction de tous ces paramètres qui vont fluctuer, qui vont changer en fonction de plein de choses, que ce soit une pompe un outil qui déconne dans la fromagerie, que ce soit le lait qui bouge, que voilà, on s'adapte complètement en fait au quotidien. Et sinon, les journées elles s'effectuent comme je les souhaite, c'est-à-dire que si un jour j'ai envie de commencer un peu plus tard, un peu plus tôt, c'est aussi le gros avantage de travailler dans ce genre de milieu. Mais il y a le lait qui arrive, tu es quand même... Ouais, le lait il arrive le soir. Il arrive le soir? Ouais, il arrive à 10h ici. Donc t'as pas l'obligation de... Des fois je suis appelé ici par le chauffeur, ça marche pas, j'arrive pas à remplir le temps, moi j'arrive, voilà. Après il
ces contraintes-là, mais d'un autre côté, voilà, c'est quand ça fonctionne bien. Il n'y a pas forcément besoin de toi pour faire. Non, ils savent, ils ont le numéro si jamais il y a un problème. C'est des fois quand il y a un nouveau producteur ou quand il gèle, parce que c'est toutes des vannes pneumatiques. Et quand vu qu'il y a de l'humidité dans l'air et puis que des fois il y a de l'humidité dans les tuyaux d'air comprimé, c'est quand ça gèle, les vannes n'ouvrent pas. Qui c'est qui fait la collecte de l'air? C'est Sodial. C'est Sodial. Et donc il y a combien d'éleveurs qui te fournissent? Là on est 5. 5. Ouais. 5 et puis il y en a encore 2 normalement qui vont arriver au printemps. Je travaille à la création d'un projet de tiers-lieu en milieu rural, donc un espace où on pourra faire diverses activités, comme des activités économiques. Il y aura un espace de bureau, il y aura des espaces de convivialité pour accueillir des événements culturels, aussi des espaces de faire ensemble avec un jardin. On va pouvoir permettre aux jeunes et aux moins jeunes de découvrir comment on cultive. Dans mon réseau social proche, mes amis, les personnes avec qui j'ai fait des études ou que je côtoie, c'est assez simple de parler de ce genre de sujet parce qu'ils y voient l'intérêt, ils en comprennent les enjeux, l'enjeu de transversalité, l'enjeu de reconstruire des espaces de citoyenneté. Par contre, en local, c'est plus compliqué parfois du coup de faire comprendre ce qu'on veut vraiment y faire concrètement, etc. Vu qu'il n'y a pas un intérêt économique immédiat, il n'y a pas un intérêt, c'est pas clairement, voilà, il y a de l'hébergement, mais c'est pas vraiment un hôtel. Il y aura un café associatif, mais c'est pas vraiment juste un bar. Il y aura un jardin, mais c'est pas non plus vraiment un espace de maraîchage. Voilà, c'est un peu l'idée, c'est un tiers-lieu, donc c'est un espace où il y a tous ces aspects qui cohabitent. Et cette chose-là, en fait, qui est compliquée, je dirais, c'est la temporalité du projet aussi. C'est le fait de devoir vendre une vision, enfin, ou de présenter une vision, pas forcément la vendre, mais de présenter une vision et puis du coup de pouvoir aller jusqu'au bout pour pouvoir la confronter à la réalité, quoi. Et c'est la temporalité. Voilà, on est sur des projets. La réflexion a commencé en 2013, non, en 2018. Donc on a prévu de faire des travaux à l'été prochain. Les financements sont à peu près bouclés. Donc voilà, ça prend forme, mais c'est un projet de longue haleine, quoi. C'est le rapport au temps qu'il faut apprendre à gérer avec ses frustrations, etc. Tu as quelle formation à la base? Ouais, j'ai une formation d'ingénieur. Ouais, ingénieur, donc plutôt généraliste, ouais. Ouais, je suis ingénieur en énergie. J'ai travaillé un peu dans un bureau d'études et voilà, l'opportunité de faire ce travail me plaisait plus parce qu'il y avait une dimension d'intérêt social et j'y trouvais du sens, quoi. Je crois que j'avais besoin de mettre du sens derrière ce que je fais et voilà. Et du coup, pour moi, c'est un espace de possible, ce milieu rural. C'est pas juste un espace d'enclavement. C'est peut-être ce que j'ai un peu subi quand j'étais jeune. Il y a une forme de frustration et parfois à grandir en milieu rural parce qu'on est un peu loin de tout. On a besoin toujours des parents pour se déplacer. Voilà, il y a une forme de restriction de liberté, même si on en trouve peut-être d'autres à travers le lien avec les espaces extérieurs, etc. Mais à travers ce projet-là, je me suis dit que c'était possible, un espace de possible, quoi. On est soutenu par la mairie, la Comcom. Après, c'est vrai que voilà, dans un contexte ils sont aussi en restriction budgétaire et la jeunesse, c'est pas forcément le secteur en fait d'investissement prioritaire pour les collectivités locales. Il n'y a pas par exemple de politique jeunesse territorialisée, ce qui est obligatoire. Donc forcément, il y a d'autres priorités qui se font, sur notamment le développement économique, etc. Même si, je pense que le fait qu'on soit en lien direct avec un élu, qu'on se connaisse, qu'on puisse discuter, ça permet en fait d'amener cette réflexion et puis ils y trouvent de l'intérêt, quoi. Voilà, on est soutenu par la communauté de communes, par la mairie quand même, c'est clair. Donc c'est un échelon du coup assez local. Hein. En fait, c'est l'intérêt de connaître. Je pense que t'es pas à niveau régional là, au niveau de tes interlocuteurs, c'est comme plutôt local, ouais. Après, on a d'autres financements. Il y a aussi les fonds européens leaders qui sont portés par les pays, donc qui nous soutiennent, qui sont partenaires.
Et ouais, c'est un échelon intéressant. Je pense que l'échelon de territoire, il est intéressant. Il faut réussir à parce que on connaît les élus, on connaît il y a tout un écosystème local, et c'est un échelon sur lequel on peut porter des projets intéressants. Il faut avoir un mélange d'humilité et de détermination. Je pense qu'il faut réussir à parfois mettre en sourdine son ego, voilà, quand on est dans les débats collectifs, apprendre à écouter. Mais après, du coup, ça permet aussi de cultiver une conscience collective et puis une conscience de groupe qui permet d'être plus déterminé et puis d'aller plus loin sur des enjeux. Enfin, bon, c'est un peu théorique tout ça, mais je pense que c'est un mélange d'humilité et de détermination. Je pense qu'il peut pas, s'il n'y a que de la détermination, au final, on risque parfois de se couper et puis de plus trop écouter. Et puis en fait, on marche un peu on est un peu en mode bulldozer, on casse tout, quoi. L'action collective, c'est quelque chose, je pense, qui fait partie aussi de ma culture familiale, d'engagement. Voilà, pour moi, c'est pas un sacrifice que de faire partie d'une association. C'est plutôt un espace de création et on peut aller plus loin, quoi. La phrase tout seul on va plus vite et ensemble on va plus loin, elle me parle assez bien. Je pense que il y a un enjeu à apprendre à communiquer en collectif, mais quand on y arrive, on peut vraiment faire des choses intéressantes et puis prendre confiance collectivement et du coup développer sa capacité d'agir, sa capacité à prendre en main son propre territoire et